Bonjour et bienvenue sur Carnet d'une criminologue. Ici, on explore les affaires criminelles à travers le prisme de la criminologie. On analyse les faits, les profils et on prend surtout le temps de comprendre comment fonctionne la justice en Belgique. Installe-toi, l'affaire commence. Dans la première partie, nous avons vu comment Marc Dutroux, déjà condamné pour viol, a bénéficié d'une libération conditionnelle. Malgré les avertissements des informateurs, malgré les suspicions sur ses caves, rien n'a bougé. Les perquisitions passent à côté de l'essentiel, la gendarmerie et la police se disputent, et l'information circule mal. Pendant ce temps, Julie et Mélissa disparaissent. Quelques semaines plus tard, ce sont Anne et Effieux qui disparaissent. Les familles se battent pour être entendues, mais face aux lenteurs, aux erreurs et aux rivalités, l'horreur va malheureusement continuer. Nous sommes donc à l'automne 1995. Alors que les familles se battent pour garder l'espoir, l'enquête officielle, elle, s'égare. Les disparitions s'accumulent, mais la machine judiciaire s'enlise. Entre services qui se méfient les uns des autres, informations perdues ou volontairement retenues, c'est toute une série de dysfonctionnements qui va marquer la suite de l'affaire. Entrons ensemble dans cette deuxième partie de l'enquête Dutroux, ou plutôt de ses incroyables ratés. La disparition d'Anne et Effieux va finir par tomber dans l'oubli. Encore une fois, les familles sont tenues en dehors des informations que recueillent les gendarmes et la police. Encore une fois, aucun rapprochement n'est fait entre l'enlèvement de Julie et Mélissa, l'enlèvement de Anne et Effieux et l'opération Othello. On peut ici introduire un nouveau concept criminologique, qui est la théorie de la désorganisation sociale. La désorganisation sociale, c'est la diminution de l'influence des règles existantes sur les individus d'un groupe. Donc ça veut dire que quand les actions des gens ne sont plus guidées par des valeurs sociales claires et communes, il va y avoir une désorganisation sociale qui va se développer. C'est-à-dire que les gens ne savent plus quel comportement attendre des autres et ne savent plus quel comportement est attendu d'eux-mêmes. Quand cette désorganisation sociale va s'installer, les activités coopératives des gens vont diminuer, les conflits vont augmenter et les sentiments de peur et d'incertitude sont parfois exprimés de façon autodestructrice, antisociale et parfois même criminelle. Donc en conclusion, la désorganisation sociale peut créer une désorganisation personnelle et déviante, susceptible de déboucher sur l'adoption d'un comportement criminel. Mais revenons-en à notre affaire. Le 22 novembre, un inconnu viole et tente d'assassiner une jeune fille prénommée Caroline dans un petit village prénommé Aubet. Ce qui attire quand même l'attention, c'est que ce village est celui où la mère de Dutroux vit. Et donc on peut ici, encore une fois, relever divers dysfonctionnements. Tout d'abord, l'affaire n'a pas fait l'objet de notes de la police judiciaire au procureur du roi, donc l'information n'est pas remontée. Le premier substitut de Charleroi aurait dû faire un rapport au procureur général de Mons, mais il ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de perquisition chez Dutroux, parce que d'après la police judiciaire, il s'agissait de ne pas nuire aux surveillances qui étaient opérées devant les domiciles de Dutroux par la gendarmerie dans le cadre de l'opération Othello. Et on peut aussi relever que l'enquête a été entamée par la gendarmerie, mais que c'est la police judiciaire qui a ensuite pris le relais. Ça peut aussi mener à un manque de transfert d'informations, de transfert de connaissances entre les différents services. En fait, à ce moment-là, la décision qui est prise, c'est de trouver une autre infraction pour justifier une visite dans la maison de Dutroux à Gemep. Et donc, on remarque que Charleroi décide toujours de continuer à travailler seul et que personne ne va penser à avertir la cellule de Liège. Le 7 décembre, il y a un petit retournement de situation dans cette affaire, car Dutroux va être placé sous mandat d'arrêt et écroué à la prison de Jamiou, mais pour des faits de vol. Donc, ça n'a toujours rien à voir avec les suspicions d'enlèvement d'enfants et l'aménagement des caves. Dans la foulée, le juge d'instruction va décerner 2 mandats de perquisition pour les maisons de Marcinelle et de Sarre-la-Bouissière.
En fait, le juge d'instruction, il va soutenir qu'il n'avait pas à ce moment-là des informations concernant des potentiels enlèvements d'enfants de la part de Dutroux. Mais ce qui pose question, c'est qu'il va quand même accepter de décerner des mandats de perquisition, et donc on peut se demander pourquoi il n'a pas été interpellé par cette démarche, pourquoi il ne s'est pas posé la moindre question, pourquoi il n'a pas cherché à comprendre le vrai motif de ces perquisitions. On peut aussi se demander pourquoi les magistrats de Charleroi ne vont pas prendre contact avec leurs collègues de Liège afin d'échanger des informations, et pourquoi les enquêteurs n'ont pas profité de l'arrestation de Dutroux, qui, je le rappelle, était à disposition à la prison de Jamioux à ce moment-là, pourquoi ils n'en ont pas profité pour l'interroger et en savoir plus sur ses projets d'enlèvement. Donc tout ça, c'est des questions qui se posent et qui n'ont pas vraiment de réponse. Le 13 décembre vont donc avoir lieu les perquisitions aux différents domiciles de Dutroux. Mais, comme je l'ai expliqué précédemment, Dutroux ne sera pas amené sur le lieu des faits pour éventuellement montrer des caches ou des caves, ou même pour des éventuelles infractions de vol qu'il aurait commis, parce que je le rappelle, c'est ça l'objet du mandat de perquisition à la base. Mais ici, il y a un autre problème, c'est que vu que le mandat du juge d'instruction se base uniquement sur des affaires de vol, ce qui est donc un délit et pas un crime, les enquêteurs ne peuvent pas utiliser des moyens spéciaux. Donc il faut savoir que si les mandats de perquisition avaient porté sur des enlèvements d'enfants et des aménagements de caves, les enquêteurs auraient pu utiliser des moyens spéciaux tels que des chiens pisteurs ou des caméras infrarouges. Ici, encore une fois, la stratégie retenue était manifestement inadéquate. Il faut savoir qu'un juge d'instruction a le pouvoir d'ordonner des perquisitions, des saisies, des écoutes téléphoniques, des reconstitutions, des surveillances ou des filatures, des auditions de témoins, de victimes, de suspects et encore d'autres choses. Ce jour-là, vu que les enquêteurs n'ont pas accès à ces moyens spéciaux, ils ne trouvent pas la cache et on saura bien plus tard que malheureusement, Julie et Mélissa s'y trouvaient à ce moment-là. Et en fait, ce qui est assez interpellant, c'est que lors de cette perquisition, le maréchal des logis-chefs va descendre dans la cave parce que lui est bien au courant de ce qu'il recherche. Il sait qu'il n'est pas là uniquement pour une affaire de vol, donc il va descendre dans la cave pour essayer de confirmer les propos des informateurs. Et en fait, il va entendre des voix d'enfants qui vont parler. Mais il va appeler au silence dans la cave et dans la maison. Mais il s'adressait en fait à ses collègues, sauf que cet appel au silence va faire taire les petites filles. Et donc il ne va plus rien entendre, et il va tout simplement se dire que c'était des bruits d'enfants qui venaient de la rue, et il ne va pas se poser plus de questions. Lors de cette perquisition, il y a une grande quantité de matériel qui va être saisi, notamment des cassettes vidéo, du chloroforme et un spéculum. La cassette contenait l'enregistrement de l'émission de TF1 qui était consacrée justement à la disparition de Julie et Mélissa. Et concernant le chloroforme et le spéculum, ces objets sont, on va dire, on ne peut plus parlants et auraient dû quand même faire poser des questions aux enquêteurs. Ça aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, ces objets ne se retrouvent pas dans l'inventaire du juge d'instruction. Et ça pose aussi question. Il faut savoir que le matériel qui a été retrouvé a été analysé, mais qu'il n'y a aucun lien qui a été fait avec la disparition de Julie et Mélissa. Et il faut savoir aussi que la juge d'instruction Martine Doutreuil aurait été mise au courant du matériel saisi lors des perquisitions, mais n'aurait pas demandé de PV. Nous sommes maintenant en 1996. Le 31 janvier, le procureur du roi, M. Marchandise, va classer le dossier Othello par manque d'éléments. Un dossier, je cite, « à ne rouvrir que si de nouvelles données sont reçues ». Encore une fois, il n'y a pas de transmission des informations à la cellule de Liège. Selon le procureur du roi, il y a 4 raisons au fait de ne pas avoir transmis ces informations à Liège. Tout d'abord, la lecture des rapports des 25 août et 29 novembre 1995 ne faisait pas le lien entre Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa. Aussi, il explique que les éléments d'information de 1993 étaient négatifs et donc ne nécessitaient pas d'être transmis.
C'est la même chose pour les perquisitions de 1995 qui s'étaient avérées négatives et qui donc ne nécessitaient pas d'être abordées. Et enfin, toutes les informations avaient été envoyées au Bureau central de renseignement, qui a une fonction de coordination et de centralisation. Et donc, pour le procureur du roi, ce service était censé faire remonter les informations là où elles devaient arriver. Pendant ce temps, Dutroux était en détention, et donc les enlèvements ont cessé pendant un petit temps. Mais il faut savoir que le 20 mars 1996, Dutroux va être libéré pour raisons humanitaires. Il va donc retourner à son domicile à Marcinelle. Il faut savoir que le parquet général de Mons ne va pas demander la révocation de sa libération conditionnelle, et ils ont justifié ça par le fait de ne pas avoir été informés des derniers faits le concernant. Depuis le 28 mai, on est sans nouvelles de Sabine Dardenne, une adolescente de 13 ans disparue sur le chemin de l'école à Quin, près de Tournai. Hier en fin d'après-midi et en début de soirée, les pompiers ont sondé l'Escaut et ses berges en aval de Tournai. Une centaine de militaires, aidés de pompiers, de gendarmes et de membres de la police judiciaire, ont participé cet après-midi à une battue pour tenter de retrouver la trace de Sabine Dardenne, cette jeune fille de 12 ans de Quin, disparue depuis une semaine alors qu'elle se rendait en vélo à l'école. On ne retrouvera ni son vélo ni son cartable. Et encore une fois, les gendarmes ne feront pas grand-chose. Il faudra attendre une nouvelle disparition pour que toutes ces enquêtes progressent. Le 18 juin 1996, le service général d'appui policier va envoyer un fax au commissaire Lamoque de la police judiciaire de Liège. Ce fax concerne Julie et Mélissa. Il y signale l'existence de Dutroux, les faits commis en 1986, c'est-à-dire son passé judiciaire, les relations sexuelles qu'il a entretenues avec des mineurs, et l'intention de Dutroux de monter un réseau pédophile avec enlèvement d'enfants. Et pourtant, le commissaire Lamoque ne va pas parler de ce fax à la juge d'instruction Martine Doutreau. La question, c'est de savoir pourquoi, parce qu'il a là des informations capitales qui auraient pu faire remonter directement à Dutroux, mais il n'a pas fait remonter l'information. On peut aussi se demander quelle est la suite qui va être donnée à ce fax, qui est quand même relativement précis. Le commissaire Lamoque, il va affirmer qu'il n'a pas fait le lien avec l'affaire de Julie et Mélissa, parce que dans le fax, le mot « enfant » était écrit au masculin, et que lui, il recherchait deux petites filles. Pendant ce temps-là, Sabine va demander une copine à Marc Dutroux. Moi, sur ce coup-là, j'ai été un petit peu bête. Enfin, je savais pas qu'il faisait des enlèvements d'enfants et tout. Donc, je lui ai dit que je savais plus quoi écrire, enfin, que je savais plus quoi faire. J'avais plus de cours, j'avais cassé la console, j'avais vidé tout le grenier, j'avais lu tous les livres. Donc, je lui ai demandé si, il y avait pas une copine pour moi, pour passer les journées. Mais bon, pas qu'elle ait les mêmes, les mêmes problèmes que moi. Enfin, qu'il fasse les mêmes trucs à cette fille qu'à moi, quoi. Mais moi, je voulais juste une amie. C'est alors que Laetitia Delay sera enlevée à Bertry le 9 août 1996. En soirée, elle quitte le centre sportif de Bertry et ne rentrera jamais au domicile familial. La famille va écarter la piste de la fugue, qui encore une fois avait été privilégiée par les enquêteurs. Et cette fois-ci, c'est la juridiction de Neufchâteau qui va être saisie de l'affaire, et notamment le juge d'instruction Jean-Marc Conroth et le procureur du roi Michel Bourlet. Il faut savoir que dans cet arrondissement judiciaire, il n'y a que la gendarmerie qui officie, et non pas la police et la gendarmerie. Et ça, c'est un point important pour le reste de l'affaire. Car en effet, le 12 août 1996, grâce à un témoin, les gendarmes vont identifier un des véhicules de Dutroux comme étant présent à Bertry au moment de l'enlèvement. Ce témoin va expliquer avoir vu une camionnette blanche parquée près du complexe sportif et il avait relevé le numéro de plaque de cette camionnette. Après vérification, les enquêteurs se rendent compte que le suspect s'appelle Marc Dutroux. Mais en fait, qui est Marc Dutroux ? Marc Dutroux est né à Aubais, dans la banlieue de Charleroi. Son père souffre de problèmes psychiatriques et se montre violent à l'égard de Marc. Il a alors un rapport de toute puissance envers son fils. À 17 ans, Marc
est renvoyé de son école pour possession d'images pornographiques. Il multiplie les conquêtes très jeune. Par la suite, quand il sera adulte, il aura 2 enfants. Ensuite, en 1983, il rencontrera Michel Martin, dont nous reparlerons plus tard dans cette affaire. Il aura 3 fils avec cette femme. Et elle sera également sa complice, raison pour laquelle nous en reparlerons plus tard. Marc Dutroux, il vit de vols de voitures et de petits trafics. Officiellement, il est ferrailleur, et c'est ce qui va lui permettre d'acheter 6 petites maisons, des taudis, dans la région de Charleroi. Le 12 août, Marc Dutroux, Michel Martin et Michel Lelièvre sont arrêtés. Les enquêteurs vont alors retrouver la camionnette suspecte, mais par contre, ils ne vont retrouver aucune trace de Laetitia. Le procureur Bourlet va prendre la décision d'analyser la camionnette à l'aide d'un chien pisteur. Ce chien retrouvera l'odeur de Laetitia dans la camionnette. Dutroux va effectivement reconnaître qu'il était à Bertry et qu'il a pris Laetitia en voiture, mais par contre, il l'aurait laissé repartir. Michel Lelièvre, il est aussi auditionné. Et c'est lui qui va avouer l'enlèvement et balancer Marc Dutroux. À son tour, Marc Dutroux est donc obligé d'avouer. Le lendemain, donc le 13 août 1996, suite à cette arrestation, des nouvelles perquisitions ont lieu dans la maison de Dutroux à Marcinelle. Elles sont menées par la police et la gendarmerie, mais rien ne sera découvert. Le 15 août 1996 est une date clé dans cette affaire, car Marc Dutroux va passer aux aveux. Il va dire que Sabine et Laetitia sont bien chez lui, dans sa cave. Et c'est donc comme ça qu'elles seront retrouvées et libérées. Il faut savoir que Sabine et Laetitia ont été les 2 seules victimes à être restées vivantes dans cette affaire. Le système pour arriver à la cache était machiavélique. Dutroux lui-même, qui avait été emmené sur le lieu des faits, dévoilera le passage secret aux policiers, car en fait le système était totalement indétectable. Ici, à Neufchâteau, ils n'ont mis que 6 jours pour retrouver les fillettes. Et donc c'est pour ça que je vous expliquais que le fait que la gendarmerie était la seule à opérer dans cet arrondissement judiciaire était un point clé dans cette affaire, car du coup il n'y avait pas de problème de rétention d'informations et autres dysfonctionnements dont on a parlé auparavant dans cette affaire. Suite à cette libération, Sabine et Laetitia vont raconter l'enfer qu'elles ont vécu. Elles n'ont vu que Marc Dutroux. Elles n'ont pas vu Michel Martin ni Michel Lelièvre. Et quand Marc Dutroux était absent, elles allaient dans la cave. Par contre, quand il était là, il les autorisait à se rendre dans la maison. Donc sa femme, Michel Martin, et leurs enfants étaient présents dans la maison au moment de cette séquestration, et pourtant ils diront n'avoir rien vu. Pourtant, Marc Dutroux descendait tous les jours à la cave, mais apparemment ça n'a pas attiré l'attention de sa femme qui ne se posait pas la question de savoir pourquoi il descendait tous les jours dans la cave. Alors dans cette maison, il y a des pièces que vous n'aimiez pas. Ouais. Il y en a une que vous avez même appelée, je crois que tout le monde comprendra, la chambre du calvaire. C'est vous qui l'avez appelée comme ça. Ouais, c'était sa chambre à lui. Durant sa séquestration, Sabine va indiquer dans son cahier chaque jour ce qu'il se passe. Elle indique des signes codés. Un rond pour quand Dutroux est venu la voir, et l'a donc vue, et 1 à 3 étoiles pour indiquer le niveau de douleur ressenti à chaque fois. Mais au viol s'ajoute également la torture psychologique. Pour asservir ses victimes, il fait croire que le chef de la bande veut obtenir de l'argent des parents et que ce chef va s'en prendre aux petites filles. Alors qu'en réalité, il est seul. Il fait juste ça pour les asservir. Il se montre en fait comme un protecteur et leur dit qu'il va les protéger de ce chef de la bande qui est encore pire que lui. Donc il dit que il y a des gens qui réclamaient des sous à mes parents, donc une rançon, je sais plus, il m'avait dit 1 million, je crois, 1 ou 2 millions, je sais plus combien exactement. Et il m'a dit que donc mes parents ils avaient dit qu'ils n'avaient pas assez de sous pour payer ça. Et donc lui, il était au courant de tout ce manège et que voilà, il m'avait pris pour justement m'éviter ça, quoi. Qu'il y avait
une personne plus haute qui me voulait vraiment du mal et que lui, il me protégeait. Cela permettait de les manipuler et de leur faire croire que les parents n'ont pas répondu aux lettres. Il disait, je ne sais plus si c'est moi qui ai dit que j'écrivais à mes parents ou si c'est lui qui m'a dit exactement tu peux écrire et je les enverrai. Mais je disais que donc j'écrivais la journée, tout ça. Et il me dit tes lettres, tu peux me les donner, je les posterai ou j'irai les porter en main propre parce que justement avec la poste et tout, ils peuvent peut-être se demander si c'est... tout le monde ne voit pas que j'écrive des lettres et tout ça. Et en fait, il les lisait, et il les mettait sous son tapis et il n'envoyait rien du tout. Il disait qu'il allait voir, qu'il envoyait quelqu'un à la clinique voir maman et dire ta fille elle va bien, t'inquiète pas. On peut ici parler d'un autre concept criminologique qui est la théorie du désengagement moral. Le psychologue Albert Bandura explique qu'avant de passer à l'acte, certaines personnes trouvent des moyens de se déculpabiliser et donc arrivent à passer à l'acte. C'est ce qu'on appelle le désengagement moral. Concrètement, ça veut dire qu'elles vont transformer leur manière de voir les choses pour rendre les actes plus acceptables et donc se permettre de passer à l'acte. Ce désengagement moral, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être se donner une bonne raison, comme par exemple « je le fais pour une cause qui est juste ». Ça peut être d'adoucir les mots, comme utiliser des termes plus doux pour décrire l'horreur. Ça peut également passer par se comparer aux autres, c'est ce qu'a fait Dutroux. Par exemple, moi je suis moins pire que lui. Dutroux, il a dit voilà, je suis moins méchant que le chef de la bande, donc je suis là pour vous protéger, alors qu'en réalité il n'y avait pas de chef de bande. Ça peut passer par rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, donc ça peut être sur la société, sur la victime ou même sur les complices éventuels. Ça peut passer par diluer la responsabilité, donc diviser la responsabilité entre les différentes personnes qui ont commis les faits. Ça peut passer par une minimisation des conséquences, donc dire c'est pas si grave que ça ce que j'ai fait. Ça peut passer par déshumaniser la victime, c'est-à-dire voir la victime comme un objet et non pas comme une personne. Parce que alors, à ce moment-là, on peut justifier en disant j'ai pas fait tant de mal que ça parce que faire du mal à un objet, c'est pas grave, j'ai pas fait de mal à une personne. Et ça peut également passer par accuser la victime, donc dire que c'est elle qui a provoqué la situation et que donc nous, on a juste réagi à la situation. Tout ça, en fait, c'est des mécanismes psychologiques qui permettent à un criminel de franchir le pas et donc de passer à l'acte sans avoir l'impression d'être un monstre. Laetitia était dans un état de dépendance extrême à son violeur. Elle ne voulait pas sortir de la cache lorsque celle-ci a été découverte et a demandé à Dutroux ce qu'elle devait faire. C'est ce qu'on appelle en fait le syndrome de Stockholm. C'est quand une victime, au lieu de haïr son agresseur pour toute l'horreur qu'elle a subie, la victime va développer une forme de lien affectif avec son agresseur. Ça arrive dans certaines situations de séquestration, comme ça a été le cas ici, mais aussi dans le cas de prise d'otage ou de violences répétées. Et comment ça se développe, ce syndrome ? Tout simplement parce que la victime, elle dépend totalement de son ravisseur pendant une prise d'otage ou pendant une séquestration, pour manger, pour survivre, parfois même pour avoir une parole rassurante. Et du coup, elle peut commencer à voir les rares gestes entre guillemets positifs de l'agresseur comme des gestes d'humanité. Par exemple, si son agresseur lui donne à boire, lui permet de sortir quelques minutes, lui épargne une punition, c'est vu par la victime comme quelque chose de positif. Et en fait, c'est une stratégie de survie, parce que le cerveau préfère créer un lien avec celui qui détient le pouvoir, plutôt que de rester dans une terreur totale en permanence. Donc, le cerveau préfère s'attacher à quelque chose qui existe et qui détient le pouvoir et qui va nous permettre de survivre, plutôt que de se couper totalement de cette relation. Et donc, ça nous mettrait dans une position de terreur permanente. Mais revenons-en à cette affaire. Après la libération, on apprend beaucoup de choses sur le déroulement de la séquestration. Sabine explique ce qu'elle ressentait vis-à-vis de Marc Dutroux. Lui, votre sentiment par rapport à lui, c'était quoi ? C'était de la haine ou quelque part vous étiez attaché aussi à lui ? C'était les deux. C'est les deux parce que dans un sens, il m'avait sauvé la vie donc il était gentil pour moi. Mais dans un autre sens, tout ce qu'il faisait, c'était pas normal.
Moi, je lui avais pas demandé d'avoir ça à 12 ans, quoi. Moi, tout ce que je demandais, c'est que, d'accord, tu me sauves la vie, mais tu me laisses tranquille, quoi, dans ma petite cachette. Et ça m'intéressait pas qu'ils viennent me chercher pour faire ce qu'ils voulaient avec moi. Ça m'arrangeait pas, quoi. On en apprend aussi un peu plus sur la personnalité de Dutroux. Lui, il a trouvé sa solution. Donc, il a trouvé la réponse à sa question existentielle. Il connaît son mode de désobéissance. Il s'y adonne envers et contre tout. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait ? Le 17 août, Dutroux, sous la pression des policiers, fait une autre révélation. Julie et Mélissa, c'est lui aussi. Et les corps sont enterrés dans l'une de ces maisons, à 3 mètres sous terre. Les 2 fillettes que toute la Belgique a recherchées pendant plus d'1 an seraient mortes de faim 5 mois plus tôt. Le 22 août, à Liège, les Belges se recueillent derrière les parents de Julie et Mélissa. C'est la télévision qui organise les funérailles des 2 fillettes, retransmises en direct. Pendant les obsèques, le pays tout entier observe une minute de silence. Elles sont le symbole sur les affiches de tous les enfants qu'il faut mettre en garde. Le lendemain, donc le 18 août 1996, Marc Dutroux et Michel Lelièvre passent une nouvelle fois aux aveux et reconnaissent avoir enlevé Anne Marchal et Effieux Lambrechts. Pour l'instant, ils n'avouent pas les avoir tués ou quoi que ce soit, ils avouent juste l'enlèvement. Pendant ce temps-là, la juge d'instruction Martine Doutrève va faire modifier plusieurs points dans le PV de synthèse qu'elle avait demandé. Donc elle va demander de biffer la mention Julie et Mélissa à propos de la réunion du 9 août 1995 initiant l'opération Othello. Ça peut signifier 2 choses. Soit elle voulait protéger la gendarmerie et leur éviter que les faits leur incombent, ou alors elle voulait se protéger elle-même, ce qui signifie qu'elle était au courant de l'enquête de Julie et Mélissa qui était menée à Charleroi. Mais ça, on n'aura jamais la réponse, on ne saura jamais pourquoi elle a fait supprimer le terme Julie et Mélissa dans les PV. Suite aux révélations de Marc Dutroux et de Michel Lelièvre, les corps d'Anne et Effieux sont découverts le 3 septembre 1996.